Salut tout le monde, je fais une petite intro avant l'intro de la vidéo pour vous expliquer qu'en fait je commence un nouveau concept où j'essaye de vous raconter des histoires de la télévision, du cinéma ou de la technologie en général française. Il n'y a pas encore de nom pour le concept, mais en tout cas ça sert un peu de pilote. J'espère que ça vous plaira et j'espère que vous ferez tourner le truc. Allez, bonne vidéo. Imaginez, nous sommes en 1984. Je ne suis pas né, il n'y a pas internet, il n'y a pas le câble. Pour recevoir la télé des maisons et les immeubles étaient équipés de superbes antennes sur leur toit. À l'époque, il n'y avait que 3 chaînes à la télévision. Il y avait TF1, c'était une chaîne privée toujours, Antenne 2 et France 3, toutes les deux financées par le gouvernement français. En 1984, une nouvelle chaîne débarquera, son nom, Canal+. Et leur plan est simple. On va diffuser des films plus récents, on ne mettra pas de pub et on s'intéressera beaucoup plus au sport. Afin de pouvoir assurer toute la chose, il faudra rendre la chaîne uniquement disponible par abonnement. Bah oui, hein, à l'époque les gens ils payaient déjà la redevance, dis donc. Bon, la seule différence c'est que maintenant ils allaient aussi devoir payer un abonnement en plus pour avoir accès à Canal+. Bah oui, c'est que la Ligue 1, les films récents, ça se finance pas tout seul, encore moins si on n'a pas la pub. À l'époque, le système utilisé pour diffuser à la télé était le système SECAM. Il a été inventé en France par un certain monsieur Henri de France. Et un nom comme ça pour un ingénieur français qui invente un truc qui va révolutionner l'histoire de la télévision, ça s'invente pas. Et d'ailleurs, au passage, heureusement que le mec s'appelait de France, hein, sinon on vous aurait demandé Henri d'où. Ah oui, d'où il vient? Bah, de France. Trêve de blagues et de tergiversion. Pour vous expliquer très simplement, hein, vraiment, le système SECAM, il est composé de plusieurs signaux. D'abord, on a un signal de luminance. Il va envoyer l'image en noir et blanc. Bah oui, il fallait quand même assurer la compatibilité avec les vieux téléviseurs en noir et blanc. Ensuite, on va envoyer 2 signaux de chrominance qui vont envoyer la couleur. Finalement, on va envoyer le son sous forme d'onde FM. On envoyait le signal sur une fréquence de 25 Hz. On avait donc 25 images par seconde. Pour composer une seule image, il nous fallait 625 blocs d'informations à envoyer au téléviseur. Vous comprendrez bien que niveau timing, on était assez serré. 25 images à la seconde, ça veut dire une image diffusée toutes les 40 millisecondes. Du coup, ça voulait dire qu'on avait à peu près un bloc de données qui arrivait toutes les 64 microsecondes. Chaque bloc de données contient les informations nécessaires pour que votre canon à électrons puisse dessiner une seule ligne de l'écran. Vous auriez donc compris que l'image actuellement affichée va être dessinée ligne par ligne. Une fois que le canon à électrons a atteint le coin inférieur droit de votre écran, il va devoir se repositionner en haut à gauche et recommencer son trajet jusqu'en bas à nouveau. Pour pouvoir détecter ce qu'on appelle ce blanc vertical, le signal reçu par la télé doit contenir les informations lui indiquant où l'image commence et où l'image s'arrête. Ce qui veut dire que vos 625 blocs de données contiennent aussi des informations qu'on va appeler des métadonnées. Du coup, 576 de ces blocs contiennent en fait de quoi dessiner l'image. Les 64 microsecondes où le bloc de données est présent, ça contient les données pour dessiner qu'une seule ligne. Donc, si on calcule dans le temps, dans ces 64 microsecondes, il y en a 52 qui sont alloués au dessin de la ligne actuelle, et le reste de ces microsecondes sont là uniquement pour guider le canon à électrons, pour lui dire attention, tu vas arriver en bout de ligne, il va falloir que tu sautes à la ligne suivante pour que tu dessines la prochaine. La longueur d'une ligne dessinée à l'écran, ça va donc être 704 points. Le système SECAM, c'est une image composée de 576 lignes, faisant toutes 704 points de long. Je n'ai pas parlé de pixels. On ne peut pas parler de pixels, c'est un signal analogique. Pour les petits curieux qui se demanderaient, le son, lui, il passe entre les blocs. Le signal FM du son, en fait, va passer entre les blocs. On va avoir un bloc de données pour l'image, le son, un bloc de données pour l'image, le son, et ainsi de suite, pendant toute la diffusion. Il y a un autre petit détail à aborder qui va être très important pour la suite. Vos écrans modernes sont capables d'adapter l'image qu'ils reçoivent pour l'afficher constamment en entier. À l'époque, il était impossible de faire ça, et il était très fréquent que les téléviseurs plus petits coupent une partie de l'image. On a donc été obligé de définir des zones d'affichage à l'écran. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique pas du tout volé de Wikipédia, on a 3 zones. La zone verte, la plus grande, on l'appelle la Title Safe. C'est une zone qui est garantie d'être affichée, peu importe la taille de votre téléviseur. La zone jaune, dite Action Safe, est une zone qui peut être coupée si votre téléviseur a une image trop petite, mais qui n'est pas forcément considérée comme étant essentielle. Par contre, la zone rouge est une zone qui doit rester invisible tout le temps, peu importe la taille de votre téléviseur. L'explication
a peut-être eu l'air très longue, mais avant de vous expliquer comment Canal+ encryptait son signal, il fallait que je vous explique comment un signal télé fonctionnait. Et c'est la base un peu. Donc maintenant, on va parler de Canal+ et de leur système de sécurité. Afin de pouvoir recevoir Canal+, il fallait un décodeur spécial utilisant le système Discret 11. Alors, le signal de Canal+ n'était pas encrypté en fait, il a été juste modifié d'une manière assez simple pour le rendre totalement irregardable sur une télévision sans décodeur. Le signal Discret 11 en fait, c'est un signal analogue tout à fait classique. C'est juste que les données des lignes étaient décalées et à la place des endroits qui avaient été laissés vierges par le décalage, on a mis du noir pour combler les trous. C'est tout. Alors afin de décider du degré de décalage de chaque ligne, en fait, le Discret 11 utilisait un code secret de type 11 bits qui était utilisé pour générer un nombre pseudo-aléatoire en utilisant une tonne de maths incompréhensible pour le commun des mortels. Oui, je dis que le chiffre est pseudo-aléatoire parce qu'en fait, le code 11 bits, on le passe dans un registre à décalage à rétroaction linéaire. C'est pour ça que je dis maths incompréhensible pour le commun des mortels, parce que même moi qui sais à peu près ce que c'est, je pourrais pas vous l'expliquer comme ça facilement. Le résultat, c'est que chacune de nos 576 lignes, composant notre image, va se retrouver décalée de soit 0, soit 902, soit 1804 nanosecondes, et ce, aléatoirement. Dit comme ça a l'air super simple, et vous aurez probablement du mal à vous imaginer le résultat, mais en fait, je suis sûr que vous l'avez tous vu, et d'ailleurs, dans le doute, je vais vous remontrer le résultat. Pour rappel, une image diffusée en clair à la télé, ça ressemble à peu près à ça. Die kommt so unerwartet. Du rutschst mal aus. Et ça, c'est la version encryptée façon Canal+, sans le décodeur. Et là, les trois personnes qui suivent vont me dire « Ok, on a une image qui est illisible, on a les lignes qui sont décalées et les trous qui sont remplacés par du noir. Super, comment est-ce qu'on fait pour décoder maintenant ?» Ben oui, il doit manquer des éléments à notre signal vu qu'on les a bloqués, non? Vous vous souvenez de mon graphisme avec les zones d'écran là? Bon, en fait, le signal télé a été fait pour éviter la zone rouge coûte que coûte. Quoi qu'il arrive, cette zone est noire. Bah super, le signal brouillé de Canal+ décale tout. Bah en fait, les données manquantes sont hors de l'image. En ce qui concerne le son, faut juste savoir qu'il est modulé, divisé en deux bandes, une bande haute et une bande basse, et ensuite ils inversent cette bande haute et cette bande basse. Du coup, le décodeur a juste à faire un tour de passe-passe assez rapidement pour restituer le son correctement. Vous l'aurez donc compris, votre téléviseur à lui tout seul est incapable de bidouiller le signal de Canal+ pour le rendre lisible. C'est pour ça que Canal+ en fait faisait louer un décodeur à ses abonnés qui était branché en Péritel à votre poste et qui avait pour seule utilité en fait de vous faire capter Canal+ en clair. Du coup, on va se poser la question subsidiaire. On fait quoi pour empêcher les gens de capter Canal+ gratos en bricolant un appareil? Ça commence avec le code secret dont j'ai parlé plus tôt. Pour éviter que le code du Discret 11 fuite, il était changé tous les mois. Les abonnés devaient taper un nouveau code sur leur décodeur à chaque début de mois pour continuer à capter Canal+. Pour éviter des problèmes à la con du style « Oh bah on n'a pas été prévenu, on paye pour rien », les changements de code ils étaient prévus 4 mois à l'avance et les abonnés recevaient des codes par courrier sur une carte qui leur disait par exemple en août vous tapez tel code, en septembre vous tapez tel code et ainsi de suite. Fait intéressant, chaque code envoyé à un abonné était lié au décodeur de cet abonné, ce qui voulait dire qu'on ne pouvait pas se prêter les codes. Le décodeur avait un numéro de série et ce numéro de série en fait composait la deuxième partie du code, les abonnés recevaient juste la première. Ce qui fait que si on entrait le code d'un abonné sur le décodeur d'un autre abonné, ça ne fonctionnait pas. On ne pouvait pas partager ses identifiants. N'est-ce pas Netflix? Bon, le système du Discret 11, il n'était pas censé faille. Quand Canal a commencé à émettre le 4 novembre 1984, ou le jour où ils ont diffusé l'As des As avec Belmondo, il s'est avéré que 2% des téléviseurs des abonnés étaient incompatibles avec le décodeur. Ce qui a fait 180 000 clients mécontents à l'époque. On va rajouter à ça le fait qu'en décembre 84, les schémas internes du décodeur ont fuité dans des magazines en France, Belgique, Luxembourg et à Monaco. Ce qui n'a vraiment pas plu à Canal+ d'ailleurs à l'époque. D'ailleurs, si vous alliez dans des magasins d'électronique
dans les années 80, et que vous demandiez une puce du type TBA 970, le vendeur pouvait vous sortir une liste de composants nécessaires à la fabrication d'un décodeur pirate pour capter Canal+ sans payer. Bon, tous ces problèmes et autres ont fait que le système discret 11 sera complètement retiré en 95 et qui sera vite remplacé par CanalSat quand CanalSat commencera à diffuser par satellite en 1996. Voilà. J'espère que le sujet vous aura intéressé. Moi je l'ai trouvé intéressant, c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo. J'espère que vous vous coucherez moins con ce soir, du coup, vu que c'est un sujet assez intéressant. Et puis bonsoir, voilà, c'est tout. Bye.